Alors, il y a une Mishnah dans Pirkei Avot qui dit Yehoshua ben Perachia Omer. Yehoshua, fils de Perachia, a dit Aselecha Rav, fais-toi un maître, Kanelecha Chaver, acquiert-toi un ami, Avedan et Kol Adam le Kavsrout, et juge tout homme du bon côté. Bon, c'est une notion connue du Lekavzrout, du fait qu'il faille juger l'autre du bon côté. D'accord? Évidemment, ça pose la question, déjà, de base, qui a dit qu'on devait juger? Parce que moi, j'aurais pu dire, chacun vit sa vie, on accepte la différence, on n'est pas pareil. La Gemara dit Keshem Shepartsoufem Shonot, Kar Dartem Shonot. De la manière que les visages sont différents, les esprits sont différents. Donc, et le Da'at, c'est pas seulement l'esprit, c'est aussi la sensibilité, c'est la conscience, c'est la maturité. Donc, on est tous différents. D'accord? Donc, on se lève le matin, il y a 7 milliards de personnes qui ne nous ressemblent pas. Donc, si je suis dérangé par la différence, ou je suis dérangé par le fait que l'autre n'aille pas dans mon sens, je vais souffrir. Parce que tout le monde est différent. Maintenant, Hachem, il accepte la différence, puisque c'est lui qui l'a mis en place. Premièrement. Et deuxièmement, on sait que quand un phénomène, il dure, ça veut dire qu'il est nécessaire. C'est-à-dire que toute notre vie, on aura besoin de la différence de l'autre. Un peu comme la planche de bois, qui est tranquille, qui a été fraîchement coupée. Elle a encore les petits copeaux et tout ça, les petits morceaux, les échardes et tout ça, elle est bien. Elle prend le soleil, elle est encore humide. Et puis, elle voit arriver la lime. La lime, elle est en acier trempé, elle est noire, sans aucune forme de racisme. Et en plus, elle est rêche, et puis elle a des rayures et des rainures, donc ça va faire mal. D'accord? Donc la lime, et la planche, elle voit arriver la lime. Et toi, tu vois arriver le professeur. Et toi, tu vois le regard de ton père. Et toi, tu vois le sentiment d'obligation d'évoluer. Et toi, tu vois la date de l'examen. Et toi, tu vois le jugement de l'autre. Et toi, tout ça, c'est que toute notre vie, en vérité, on va rencontrer des limes. Maintenant, si on est dans un bon esprit, la lime, elle nous fait grandir. Si on est dans un mauvais esprit, d'accord, ça veut dire on est complexé, on est mal à l'aise, on est orgueilleux, on est psychorigide, on est lourd, on est Allah, la lime, elle va nous faire souffrir. Donc en vérité, tout le problème, c'est pas l'événement qui arrive, le problème, c'est la personne qui accueille l'événement qui se trouve être moi. Vous me suivez, non? Maintenant, si on croit en Dieu, j'imagine que vous croyez en Dieu, donc la croyance, comme j'ai expliqué 1 million de fois, mais je vais le répéter jusqu'à la fin de ma vie, donc c'est pas grave si vous avez l'impression de l'avoir déjà entendu, peut-être qu'un jour vous allez le comprendre, c'est que la croyance, c'est pas simplement de faire des mitzvot, de manger kasher, de faire Shabbat, d'étudier la Torah. Bon, ça c'est évident, parce que tu vois bien que ton père a coupé court à la discussion quand tu avais 8 jours, puisqu'il te l'a mis là. D'accord? Non, la croyance, c'est d'accepter que la réalité qui est en face de moi est adaptée à moi. Ça a l'air d'une phrase simple, mais il faut savoir quand même que les 3/4 des gens refusent la réalité. Soit un déni de réalité, soit j'aurais voulu que ça soit différent, c'est pas une personne comme ça, mon fils, j'attendais autre chose. Donc déjà, tu es dans un déni de réalité. Ouais, c'est comme si je dis la table, elle est noire, mais moi, en vérité, je la voyais blanche. Mais elle est noire. Elle est là, elle est noire. Ouais, mais oui, mais ça me dérange, parce que moi, le noir, moi, le truc, on s'en fout maintenant, les noirs. Ouais. Donc déjà, accepter la réalité, ça, c'est la Emouna. Mais il faut accepter que malgré que la réalité, elle soit adaptée à moi, ouais, je vais quand même passer ma vie à m'adapter à cette réalité. Vous sentez la différence? Ça veut dire que le fait que la réalité, dans l'absolu, soit adaptée à moi, n'implique pas que moi, je suis adapté. Vous sentez la différence? Ça veut dire qu'en fin de compte, on va passer sa vie à faire des efforts d'adaptation à quelque chose qui est adapté à nous dans l'absolu. Ça veut dire c'est ma femme, c'est mon mari, c'est mes enfants, c'est mes parents, c'est mon corps, c'est mon poids, c'est ma thyroïde. C'est-à-dire que quand moi, je bois un verre d'eau, je prends 4 kilos. Toi, tu manges 6 pizzas, tu maigris. D'accord? Il n'y a pas de justice dans le monde. Donc, ça veut dire que je dois accepter ça. Ouais. Mais encore une fois, il y a une acceptation passive. J'accepte ma réalité. Et une acceptation active. Je fais des efforts pour m'y adapter. Donc maintenant, si on dit ça, ça veut dire que la vie, ça va être une série de diapos. Et dans les diapos, il y a des décors. Mais il y a aussi des intervenants.
Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va? Là, il y a une chaise hein, pour C'est celui le qui... capteur, C'est moi, j'ai commencé trop tôt. Alors, donc l'idée c'est quoi? C'est que on dit que, encore une fois, cette série de rencontres que je vais faire dans ma vie, ouais, en fait, elle est préprogrammée. Ça veut dire qu'il faut savoir, je sais que c'est un peu choquant pour les gens qui refusent la logique du déterminisme, c'est que toutes les situations que je vais vivre dans ma vie, elles sont déjà prédéterminées. Elles sont même inscrites à l'intérieur de ma neshama. Maintenant, elles existent électroniquement à l'intérieur de l'âme, mais elles se réalisent physiquement au moment où les atomes vont se réunir pour créer la situation. Maintenant, l'impulsion qui va fabriquer cette situation, elle part de ma neshama, ce qu'on appelle une étincelle. L'étincelle, elle est véhiculée par le souffle. Le souffle, c'est la neshima, c'est la neshama. Ok. Donc, au moment où le souffle sort de ma bouche et qui rencontre la réalité potentielle, alors il donne une forme à la réalité. Ouais, et Rav Dessler, il dit, c'est ça ce qu'on appelle le présent. D'accord? Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que le présent en hébreu, c'est OV. Et OV, c'est aussi la racine du verbe être. D'accord? Donc là, je vais vous dire une chose que vous allez comprendre dans 7-8 ans. C'est qu'en fait, le présent, c'est pas une espèce de temporalité externe dans lequel je m'inscris. En vérité, le présent, c'est entièrement la projection du phénomène d'être. Je sais, c'est compliqué. Si c'était simple, ouais, c'est Mélenchon qui vous l'aurait expliqué. Mais, comme j'ai dit Jean-Luc, ne mélangeons pas tout. Mais l'idée, c'est ça. C'est qu'à chaque fois que je suis, ouais, c'est pas que je suis dans le présent. C'est que je produis le présent au moment où je suis. Ça va? Bon, je sais, c'est compliqué. Ça, c'est le Rogatchover qui dit ça. Donc, le Rogatchover, il parlait pas pour rien. Il a arrêté à peu près 100 ans avant sa naissance. D'accord. Donc l'idée, c'est ça. C'est que si je réfléchis maintenant, comme là, vous êtes partie de mon présent. Moi, je fais partie de votre présent. Qui c'est qui crée ce présent? Bon, lui, il croit qu'il a pris l'initiative. En vérité, c'est bon Dieu qui avait déjà prévu. Ouais. Ça va bien? Allez, il va falloir amener une... Ah non, il y a... Mais l'idée, c'est quoi? C'est que le décor, la circonstance, l'événement, en vérité, n'est pas importante. Parce que les gens, ils voudraient fabriquer leur destin, décider de leur vie, faire des choix. Non, le décor, la circonstance, encore une fois, n'est pas intéressante. Ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce que tu fais avec. C'est que moi, ça ne me dérange pas du tout qu'on va me dire que le bon Dieu, il avait préprogrammé cette conférence. Ouais, pourquoi? Parce qu'il m'a laissé le libre choix de faire un cours nul ou un cours bon. Ouais, on va me dire qu'on a préprogrammé que je vais épouser cette personne. Ça ne me dérange pas. Ouais, parce que le problème, c'est est-ce que je vais être un bon mari ou un mauvais mari? Maintenant, les gens, ils passent leur vie à dire oui, c'est la bonne, c'est pas la bonne. J'aurais pu, j'aurais cru. Il pense à son ex parce qu'elle s'appelait Alex, d'accord. Mais alors, il n'est pas avec celle-là parce qu'il n'en veut pas. Il n'est pas avec l'autre parce qu'entre-temps, l'autre, elle s'est mariée. Donc, en fait, il est ni là ni là. C'est le nini. Ça a été repris il n'y a pas très longtemps par quelqu'un qui est ni homme ni femme, d'ailleurs. Ouais, mais l'idée, c'est ça. C'est de dire qu'il faut que j'adhère à ma réalité. Alors moi, j'ai parlé du décor, parce que c'est la partie la moins impliquante, mais dans le décor, il y a aussi des gens. Or, vous savoir que le pouvoir de remise en cause de l'être vivant est beaucoup plus grand que le pouvoir de remise en cause du décor. Ouais, je vois un décor, je vois le Grand Canyon, je vois la mer, ça me fait quelque chose. Je vois un coucher de soleil, je vois les Alpes, ça me fait quelque chose. Mais quand je suis en face de quelqu'un, le pouvoir de remise en cause est beaucoup plus puissant. Par exemple, si je marche dans la rue, je glisse et je me tape le derrière par terre. J'ai mal, d'accord? Mais je ne vais pas en vouloir au parterre, le lendemain revenir avec un marteau-piqueur pour déchirer le parterre. Et j'ai la haine du parterre, et à chaque fois que je passe dans cette rue, j'ai envie que la rue, elle crève. Non. Par contre, si un gars, il m'a mis un coup de pied dans le derrière, exactement la même intensité au niveau physique, j'ai le même bleu, au même endroit, le gars, je vais lui en vouloir toute ma vie. Quelle différence? Dans les deux cas, c'est un événement. Alors pourquoi quand l'événement, il est véhiculé par un personnage, d'un seul coup, j'ai trouvé un point d'ancrage au transfert de culpabilité? Ça va? C'est-à-dire que quand le parterre, il m'a fait mal, qu'est-ce que je dis?
autant pour moi. Mais quand c'est un autre qui m'a fait mal, je dis, autant pour lui. C'est intéressant. D'accord? Donc maintenant, encore une fois, chaque événement, il est Mina Shamaim. On peut discuter, oui, non, oui, bon, je vous laisse faire ça. Il y a des livres entiers qui ont été écrits sur ça. Mais en tout cas, je vous donne le résumé de ce que moi j'ai compris. Ça n'engage que moi et au pire, j'ai raison. L'événement, il est Mina Shamaim, mais l'exécutant de l'événement, il est humain. C'est que le mec qui m'a planté 200 000 euros, ouais, en vérité, il ne peut pas me planter si je ne mérite pas une tréha de 100 000. Maintenant, quand Hachem, il devait organiser la tréha de 100 000, il a fait un appel d'offres. Y a-t-il un voleur dans la salle? Le mec, il a levé la main. Il dit, je veux. OK. Donc, tu vas être l'exécutant. Escroquerie, ambiance, embrouille, association, beau-frère, immobilier. Bon, 100 000. Maintenant, moi, j'ai perdu 100 000. Maintenant, si je suis un bon juif, donc je suis dans une situation où il y a un gars qui m'a pris 100 000. Normalement, je dois faire la différence entre l'événement, perte de 100 000, et l'exécutant, le mec qui m'a volé 100 000. Mais qu'est-ce que je fais, moi? Je lui en veux à mort. Parce qu'en fait, je lui fais porter les 100% de responsabilité. Donc, je ne crois pas en Dieu, parce que je pense que quelqu'un, il est libre dans le monde de me faire du mal sans que Dieu intervienne. C'est impossible. Ça va? Il faut choisir. Ouais, ou Dieu intervient ou Dieu n'intervient pas. Donc, quand j'accepte que l'autre n'est qu'un exécutant, d'accord, donc il revient à 10% de responsabilité, puisque les 90%, je les ai pris sur moi, puisque je sais, moi, que j'ai planté mon beau-père de 100 000, donc je savais que ça allait me retomber sur la gueule. Je sais que mon premier associé, je l'ai poussé au suicide pour lui taper 100 000, donc je sais que je l'ai fait. Ouais, donc je savais bien qu'un jour ou l'autre, ça allait revenir. Mais comme les gens ont la mémoire courte, d'accord, moi, une fois, il y a un gars comme ça, il m'a dit, j'ai une douleur dans la poitrine depuis 2 ans, et les médecins, ils ne savent pas ce que j'ai. On a fait des radios, des scanners, des IRM. Je fais, mais 2 ans, ça ne te rappelle rien? Il me dit, non. Je fais, t'as pas fait du mal à quelqu'un pendant 2 ans? Il me dit, bon, c'est vrai que j'ai emprunté de l'argent à quelqu'un et je lui ai promis pour le rendre dans une semaine et je l'ai tardé pendant 2 ans. Donc pendant 2 ans, il a eu mal au ventre et toi, pendant 2 ans, tu as eu mal au cœur. C'est pas très... C'est mita keneged mita. Maintenant, la correspondance entre la punition et l'erreur, c'est pas parce que genre le bon Dieu il est méchant. C'est parce que c'est pour que toi, tu puisses prendre conscience de ce que tu as fait et sur quoi tu reçois la tréha. Ouais. C'est comme si tu as mis une peau de banane, le mec il s'est cassé la jambe, et toi tu vas passer une bonne année, tu vois, tu t'es fait bananer cette année. La banane, c'est un siman, un signe. Donc il faut être capable de lire les choses. Mais ça c'est quoi? Encore une fois, c'est que j'accepte que la réalité qui est en face de moi, elle est adaptée à moi, et que la personne qui est porteuse de cette réalité, qui est véhicule de cette réalité, elle est surtout véhicule d'un message. C'est bon? Donc si, je sais pas moi, j'ai un enfant qui a du mal à parler, mais qui ne ment jamais, et que moi j'ai une très très grande facilité de parole, mais je mens tout le temps. Donc cet enfant-là, qui ne ment jamais et qui a du mal à parler, en fait c'est une réparation pour moi. C'est-à-dire que quand moi, je vais arrêter de mentir, et je vais être sincère, et je vais lui parler avec mon cœur, et je vais le mettre en situation de confiance, pour que lui réussisse à parler, bizarrement, sa réparation à lui, c'est ma réparation à moi. Il n'y a pas d'erreur. Ouais. Ça veut dire que tout ce que j'ai travaillé, tout ce que je n'ai pas travaillé en tant que célibataire, je l'épouse. Et tout ce que je n'ai pas réparé en tant que couple, je l'accouche. C'est des étapes. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas tricher avec la génétique. On le dit, quand il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Maintenant, on dit aussi Hachem écrit des couples. Maintenant, les gens, ils veulent absolument penser que ça concerne que les maris et la femme. Non. Tous les gens que tu rencontres dans ta vie, en vérité, ils sont là pour te transmettre un enseignement. Évidemment, tu ne vas pas t'arrêter à chaque arrêt de bus. Vous avez quelque chose à me dire? Non. Parce que c'est marqué, il y a aussi Ezeu Chacham, Alomed Mikol Adam, qui est le sage, celui qui apprend de tout homme. Donc de là, tu apprends que personne n'est sage. Bah oui, parce qu'il n'y a personne qui a appris de 7 milliards de personnes. D'accord? Non. En fait, il y a un certain nombre de personnes que tu vas rencontrer dans ta vie. Ça va être un professeur qui va te donner l'amour de l'école. Ça va être un directeur qui va te juger positivement et qui va te faire passer de classe, qui va te sauver la vie, alors que tu as fait une grosse bêtise. Ça va être un entrepreneur qui va te donner ta chance. Ça va être un grossiste qui va te prêter un stock pour démarrer. Tu vas rencontrer des gens dans ta vie. Maintenant, des gens, des fois, tu vas les rencontrer 1 heure, 10 minutes, dans le bus. Ouais.
Tu es assis à côté, tu sais pas quoi dire, bon, les discussions de bus, ah, il pleut, bah oui, il est pas aveugle, le mec, ouais. Et l'autre, il dit, ouais, il pleut dans ma vie. Alors, mais pourquoi vous dites ça? Il dit, bah, ma femme m'a quitté parce que j'étais un imbécile. Bah, tu rentres chez toi, tu vas être gentil avec ta femme. D'où il sort, ce mec-là? Pourquoi il t'a dit cette phrase-là? Le bon Dieu, il te fait un petit... Comme il y a un panneau, il y a marqué chaussée glissante. Tu dis, ça sert à rien. Tu rentres chez toi, mais ta femme, elle est en dépression. Chaussée glissante. Fais attention à ce que tu dis, papa. Ah, ça va. Bon, il en faut des brels, comme disait Jacques. Ouais. Mais c'est ça l'idée. C'est-à-dire, tu peux capter. Tu peux capter. D'accord? C'est comme ton fils qui t'a jamais parlé, et il vient, il dit, papa, il faut qu'on parle. Ne dis pas, je suis fatigué. Ne dis pas, il est tard. Parce que tu dis, ça fait 17 ans que j'attends qu'il vienne, et là, il vient. Il faut capter, il faut être opportuniste. Il faut cliquer. Ouais. Donc, Hachem, mais avec Zivugim, Hachem, il crée des couples. Ça veut dire, Hachem, il crée des situations avec opportunité de communion. D'accord? Après, toi, de savoir, Chacham Lomed Mikol Adam, si tu es capable d'apprendre. Maintenant, tu peux apprendre de quelqu'un qui te fait du bien. Tu peux apprendre de quelqu'un qui te fait du mal. Ouais. Tu peux apprendre de quelqu'un qui t'embête. Parce qu'il va t'aider à te perfectionner. Tu peux apprendre de quelqu'un qui t'énerve. Parce qu'il va te donner l'occasion de travailler ta patience. Dont tu auras besoin avec tes enfants. Ouais. C'est-à-dire qu'en vérité, chaque situation, elle est optimisable. Et c'est ça la notion de l'Ekav Zechut. L'Ekav Zechut, c'est pas les bisounours. Tout le monde, il est beau. Tout le monde, il est gentil. Ou le contraire, le Père Noël est une ordure. Non. Non. C'est que toi, tu es dans une situation cool. Et tu abordes chaque événement en disant comment je vais grandir de cet événement. Maintenant, encore une fois, chacun, c'est un peu malime, d'accord? Parce qu'encore une fois, l'autre, l'énervant, en fait, il va me travailler la patience. Il m'énerve. Donc moi, quand quelqu'un m'énerve, je dois me dire, mais pourquoi je m'énerve? Les gens disent, bah, je m'énerve parce qu'il m'énerve. Je dis non. Alors, je rappelle, pour ceux qui ne sont pas au courant, que la moelle épinière, le système nerveux, est à l'intérieur de la colonne vertébrale. La colonne vertébrale, elle est à l'intérieur des chairs et des muscles. Les chairs et les muscles, ils sont à l'intérieur de la peau. Donc la peau, en fait, c'est une représentation physique de la dignité et du respect de soi. La chair et les muscles, ça représente les midotes, les qualités morales, la maturité. La colonne vertébrale, ça représente la structure mentale et intellectuelle extrêmement rigide et forte. Et à l'intérieur, il y a la moelle épinière. Donc si quelqu'un de l'extérieur, il arrive à énerver moi, à m'énerver, ça veut dire qu'il touche mon système nerveux. Ça veut dire que je n'ai pas l'écran de la dignité et du respect de moi. Je n'ai pas l'écran des midotes. Je n'ai pas l'écran de la structure mentale pour relativiser la gravité de l'agression. Voilà, voilà. Donc c'est ça l'idée. L'idée, c'est d'être capable, et en temps réel, parce que d'être intelligent après le divorce, ça ne sert à rien. Il vaut mieux être intelligent avant ou pendant l'événement. D'accord? Et c'est pour ça qu'il faut vraiment de l'apprentissage pour qu'en temps réel, dire hop, 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 tout de suite voir ce qu'on appelle le PAC, le piège à... Ouais, tout de suite. Oh là, elle m'a dit un mot méchant, mais elle est fatiguée en vérité. Elle a couché il y a 2 semaines, d'accord? Les enfants, ils l'ont saoulée. Et moi, je l'agresse, il n'y a rien à manger. Ok, donc j'avais déjà mis la main dans le hachoir à viande, donc c'est normal qu'il y a des ongles dans les hamburgers. Ouais. Donc, je ne prends pas le risque, je ne mets pas la main. C'est logique. Parce que je rappelle que dans la Torah, la mitzvah n'est pas de ne pas fauter. C'est évident. La mitzvah, c'est de ne pas prendre de risque. Je dois toujours avoir une anticipation qui va faire que je ne vais pas rentrer dans la situation de risque. Alors que les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils rentrent dans la situation de risque et après, soit ils essayent de légitimer, soit de transférer la culpabilité. Mais qu'est-ce que tu foutais ici?
Donc les gens, ils ont des tempéraments, les gens, ils ont des approches, les gens, ils ont des visions, les gens, ils ont des nerfs, les gens, ils ont des attentes, les gens, ils ont des espoirs, les gens, ils ont des terrains psychiatriques. C'est comme ça. Et ils sont à l'extérieur. Et toi, tu es à l'intérieur et tu es cool. C'est quoi cool? Cool, c'est bon, ça a été repris ensuite en anglais pour dire quelqu'un qui est détendu. Alors moi j'ai dit non, cool, c'est un système mnémotechnique. Cool, c'est colle. Quand Yaakov il a rencontré Esav, donc Yaakov il a préparé des cadeaux pour Esav, il les a donnés à Esav. Et Esav il a dit Yesh li rav, j'ai beaucoup, j'ai pas besoin. Et quand il a voulu donc dire à Yaakov, lui il a dit Yesh li kol, j'ai tout. Alors, quelle différence entre quelqu'un qui dit j'ai tout et quelqu'un qui dit j'ai beaucoup? Eh ben, celui qui dit j'ai beaucoup, c'est qu'il n'a pas tout. Donc il a 3,5 milliards, mais comme il lui manque 500 millions pour finir le 4e milliard, il a le même sentiment de pauvreté que les mecs qui lui manquent 30 € pour payer la chambre d'hôtel. La proportion, elle change, mais le sentiment de frustration, il est le même. Par contre, celui qui a tout, il a tout. Il a tout. Le mec, il dit, j'ai une femme qui m'aime. Oui, mais t'es pauvre, je suis bien. Les enfants, ils sont équilibrés. Je suis milliardaire en dollars. Il fait beau, grâce à Dieu, je suis vivant. L'autre dit, oui, mais t'es pas aux Baléares, t'es pas aux Maldives. Ok, je suis à Porte de Pantin, j'ai le petit soleil sur la figure, ça me réchauffe, j'ai la femme que j'aime à côté de moi, j'ai mon fils qui me dit, papa, ça y est, j'ai réussi. J'ai tout. Donc il y a un mental de dire j'ai tout. Maintenant, quand j'ai tout, ça veut dire que je suis plein. Quand je suis plein, il n'y a pas d'espace de pénétration pour la négativité. Eh oui, oui. Comme je vous ai expliqué 1 million de fois, cette phrase que vous pouvez apprendre par cœur, ou l'écrire sur un mot, sur un mur, ou la tatouer dans le dos de votre femme, tiens chérie, retourne-toi, il faut que je réfléchisse. Le degré de pénétration des agressions extérieures dépend du vide intérieur. Je répète pour les gens qui pratiquent le cerf-volant, le degré de pénétration des agressions extérieures. Il y aura toujours des agressions, il y aura toujours des agresseurs, il y aura toujours des difficultés, il y aura toujours des gens tordus, il y aura des méchants, il y aura des harceleurs, il y aura des CON, il y en aura toujours. La question elle est, pourquoi ça rentre? Pourquoi ça pénètre? Alors toi tu dis oui, mais justement, c'est du harcèlement, c'est de la méchanceté, c'est de la cruauté. Ah, Odon Colo, cousin de Marco Polo, pourquoi ça rentre? Alors je t'ai dit, parce que tu n'as pas les parois. Tu n'as pas la confiance en toi, tu n'as pas la dignité, tu n'as pas les méthodes, tu n'as pas la structure mentale. Donc tu n'es pas capable d'arrêter le flux de l'agression. Pourquoi? Parce que tu n'es pas plein. Si tu es plein, ça rebondit. Si tu es vide, ça pénètre. Donc le danger, il n'est pas dans l'agresseur. Le danger, il est dans l'agressé. Pourquoi? Parce qu'il y a du vide. Maintenant, vide de quoi? Vide de toi. Maintenant, comme le vide n'existe pas dans la nature, donc à chaque fois que toi, tu es vide de toi, c'est-à-dire que tu es plein d'autres choses. Et c'est le Yetzer Hara. Et bizarrement, le Yetzer Hara, il s'appelle Chasser, il s'appelle le manque. Maintenant, je vous rassure tout de suite, pour les gens qui ne sont pas religieux, c'est que nous, on l'appelle Yetzer Hara, l'égoïme. Les psychologues l'appellent névrose. Freud, il l'appelait la zone d'ombre. C'est juste qu'ils veulent pas moraliser. Voilà, parce que pour pouvoir coucher avec leurs élèves, ils peuvent pas imaginer que la Torah a raison. Mais c'est rien, c'est juste un problème de braguette, d'accord? Mais l'idée, c'est ça. C'est que tout le monde est d'accord qu'à l'intérieur de moi, il y a une partie de moi que si je ne vais pas la conquérir, automatiquement, elle peut me supplanter. C'est pour ça que le plus grave dans la vie, en fin de compte, c'est pas d'être un rachat, c'est de ne pas vivre ta vie. Puisque tu as vécu une vie qui n'est pas la tienne, puisqu'à chaque fois, tu as dit je n'étais pas moi-même, c'était plus fort que moi, au fond, c'est pas ça que je voulais, c'est pas ce que je voulais dire, j'arrive pas à comprendre ce que je ressens, je suis dépassé par les événements, je suis obsédé par la frustration, par la contrariété, Mais qui c'est qui t'a emmené là-bas? Toi, t'es cool. Ouais. Mais encore une fois, vous avez compris, cool, ça ne veut pas dire inconscient. Cool, ça ne veut pas dire tu as fait une piqûre de syndrome de sérum de bisounours. Non, tu es 100% conscient. Ouais.
Mais tu es comme le rocher, juste en haut des chutes du Niagara. Il y a des millions de tonnes d'eau qui passent, et le rocher ne bouge pas. L'Ozaz, il ne bouge pas. Ça s'appelle ça la force tranquille. D'accord? Donc ça veut dire que nous, on doit fabriquer une force tranquille. Et c'est ça la construction de soi, le respect de soi, la maîtrise de soi. Et la meilleure lime qui fabrique le meilleur de nous-mêmes et qui révèle le meilleur de nous-mêmes, c'est l'autre. C'est-à-dire que celui qui est justement en possibilité maximum de me déstabiliser, de me faire du mal, de me détruire, de me pourrir, c'est lui qui peut faire de moi le meilleur de moi-même. Par exemple, le père. Le père, c'est un problème, le père. Ouais. Mais d'autre côté, le père, c'est le repère. Hier soir, j'ai fait un cours à des jeunes, et il y en a un, il est venu me voir, pour le mec, grosse tête, ingénieur, atomique, arbabadada. Il m'a dit, j'arrive pas. Mon père ne parle jamais, mon père, il travaille, mon père, il a 50 magasins, mon père, il est jamais là, mon père, il truc. Et j'ai une frustration. Je dis, tu dois pas. Il m'a dit, mais quand même, c'est mon père. Je dis, bien sûr, et ta sœur? Il m'a dit, ma sœur aussi. Donc, je lui ai posé une question simple. La vie, c'est des questions simples. Le mec, il a 23 000 pages de développement, ça sert à rien. Il faut la clé à molette, la bonne clé qui débloque les trous. Je lui ai demandé, dis-moi, ton père, il ne veut pas ou il ne peut pas? Il ne peut pas. Je dis, donc quand toi, tu attends d'un oiseau qu'il écrive un poème, puisqu'il ne peut pas, c'est toi qui crée une frustration. Toi, tu vas chez lui, tu te mets en disponibilité, tu te mets en écoute, tu dis, papa, moi je t'aime, moi je suis là. Le jour que tu veux, le truc que tu veux, je suis là. Lui, il n'est pas là. C'est pas grave. D'accord, oui ou non? Alors que qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils se créent une frustration. Du coup, ils sont en mal de repère. Après, ils ne vont pas forcément chercher un repère cachère. Donc, ils vont prendre un mentor ou un chef d'entreprise qui est un embrouilleur, un escroc, qui les met garant sur une société qui va les emmener en prison. Sur la base de quoi? De remplacer le père. Du coup, maintenant, les deux, ils sont au procès. Le procureur, il regarde, il dit, les deux font la paire. Il lui dit, non, pas la paire, le père. Mais c'est ça l'idée. C'est sur la base de la frustration. Ça va? Ça veut dire qu'on est tous en manque. Parce que le manque, c'est ce qui donne la motivation. Mais le manque, si tu l'utilises, il devient moteur. Et le manque, si tu le subis, il devient destructeur. C'est pour ça que les Tserara, il s'appelle Ra. Et Ra, par définition, ben, c'est le mal. D'accord? Et le mal, il dit le Maharal, c'est d'avoir chez Botachlit. C'est une chose qui n'a pas de finalité. C'est gratuit. C'est la destruction totale. Et d'un autre côté, le Yetzerara, dans le Midrash, il s'appelle Tov. Il faut savoir. Alors, le Yetzerara, il est Tov ou il est Ra? La logique, c'est toujours la même. Si tu l'utilises, il devient moteur. Il est Tov. Si tu le subis, il est Ra. C'est comme une voiture. Elle peut t'emmener en vacances sur la Côte d'Azur ou elle peut te foutre dans un mur. C'est la même voiture. C'est comme une pelle. Avec une pelle, bah, tu peux trouver un trésor dans ton jardin. Tu creuses un trou, tu trouves un trésor. Et avec la même pelle, tu peux tuer ta belle-mère. Alors là, ça ne marche pas l'exemple, puisque dans les deux cas, tu fais une affaire. D'un autre côté, maintenant que le trou est creusé, autant l'utiliser. Moi, j'ai rien contre les belles-mères, mais Adam Arishon n'en a pas eu, et il a vécu longtemps. Donc chacun pourra tirer la conclusion. D'accord? Donc l'idée, c'est ça. C'est de dire qu'en fait, toutes les situations, et c'est ça c'est pour ça qu'il faut atteindre ce niveau de maturité, qu'au fond, il n'y a pas de mal et de bien. Ouais, ce qu'il dit le Passouk, il n'y a pas de mal et de bien devant Hachem. Nous, de notre côté, ouais, on voit le mal et le bien. Mais Dieu, il n'y a pas de mal et de bien. Ouais. Maintenant, nous, on doit atteindre ce niveau de maturité où le mal, ouais, eh ben, il est bien quand je l'utilise. D'accord? Je vois une femme très mal habillée, ouais, et je tourne la tête. Donc, si elle n'existait pas, je n'aurais pas tourné la tête. Maintenant, le fait que j'ai tourné la tête me donne un niveau de sainteté extraordinaire qui va me donner accès à des sujets dans la Torah qui sont entièrement cachés pour quelqu'un de matérialiste. Donc, le mal, j'en ai fait un bien. Vous me suivez ou non? Des fois, le bien, tu as fait un mal. Parce que l'autre, il ne voulait pas aller à l'Yeshiva. Tu lui as imposé, il va là-bas. Maintenant, il est frustré, il n'aime pas les rabbins, il est dégoûté. Et comme il n'y a que des garçons, il rencontre un mec. Il rentre à la maison, il dit, moi, je ne veux plus qu'on utilise Ariel à la maison, je veux utiliser Homo. Ça va mousser. Tu dis, moi, quoi, c'est ça que tu as appris à l'Yeshiva? Le Yetzirah n'est pas mort à l'entrée de Jérusalem. On aurait retrouvé son cadavre. Donc avec du bien, tu peux faire du mal. Avec du mal, tu peux faire du bien.
Ça va? Donc le problème, il est toujours, et ça c'est très important, c'est une définition aussi que vous comprendrez plus tard, que toute la vie, elle se résume au niveau de bonne volonté et au niveau de maturité que j'ai au moment où j'aborde l'événement. Donc c'est pas l'événement, c'est pas les personnes qui interviennent dans l'événement, c'est moi. Est-ce que je suis en bonne volonté et en maturité? Si je suis en maturité, le mal, j'en fais du bien. Donc, il n'y a plus de mal. La personne mauvaise, je l'utilise pour le bien. Comme la logique du Aikido. Le mec, il veut te frapper, il fait « tac », ouais. Il est pris dans son élan. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu l'accueilles, tu le tiens par le bras, ouais, et tu l'accompagnes, et il va s'écraser la gueule contre le mur. Toi, tu as dépensé 0 calories. C'est l'Aikido, ouais. Donc, au lieu de développer une force et une puissance et une énergie, rien, tu l'accompagnes. Ça s'appelle le move. Ouais, c'est pareil. Toi, tu es une très bonne équipe, tu les accompagnes, ils te font gagner 1 milliard. Tu n'as rien fait. Tu les as pas bloqués, tu les as pas cassés, tu les as pas truqués, tu les as accompagnés. C'est pour ça que le patron, il est connu qu'il fait rien, lui. Ouais. Mais il crée le canal dans lequel l'énergie de l'autre, elle va aller. Ça s'appelle le capitalisme, d'accord? Mais dans la logique, c'est tout, c'est pareil. Tu as un enfant, il a un grand potentiel. Tu dis, je vais l'éduquer, je vais le construire, je vais le sculpter, je vais le fabriquer. Mais non, tu vas l'accompagner. Il y avait un grand rave quand il a inscrit ses enfants à l'école juive. Bon, il savait que ses enfants étaient intelligents, puisque le père et la mère, c'est des grosses têtes. Il leur a dit, je vous en prie, n'essayez pas de les améliorer, mais surtout ne les abîmez pas. Non, ouais, c'est ça ce qu'il a dit. Il a dit, je ne vous demande pas de les améliorer, mais ne les abîmez pas. Parce que des fois, le prof, il va abîmer l'enfant, quand il se rend compte que le gosse, il est plus intelligent que lui. Moi, j'avais des problèmes comme ça avec mes profs. Mais bon, ils n'acceptent pas des fois qu'un gars de 17 ans, il est plus mature que toi. Donc la logique, c'est quoi? C'est qu'en fin de compte, on va être des accompagnateurs. On va être des optimiseurs. Donc la vie, elle va nous envoyer. Et encore une fois, puisque le potentiel de travail et de remise en cause, il est beaucoup plus grand dans la relation à l'autre que dans la relation à la réalité. C'est pour ça que je cherche toujours le rapport à Dieu. Le rapport à Dieu à travers la réalité, ça s'appelle la religion. Ça, c'est Ben Adam la Makom. Et la relation à Dieu à travers l'autre, c'est Ben Adam la Chavero. Ouais. Donc, il y a des mitzvot qui sont entre l'homme et l'homme pour Dieu. Et il y a des mitzvot qui sont entre l'homme et Dieu. Shabbat, c'est Ben Adam la Makom. Mais l'otikom velotitor, ne te venge pas, ne garde pas rancune. C'est Ben Adam la Chavero. Maintenant, bizarrement, le Rambam, ouais, au début des Mishnayot de PA, il dit que Hachem, il est plus attaché au mitzvot Ben Adam la Chavero que Ben Adam la Makom. Il est plus attaché au mitzvot entre l'homme et l'homme qu'entre les mitzvot entre l'homme et Hachem. Alors les humanistes, bien sûr, ils vont dire, bon, bah, ce qui compte, c'est d'être tolérant, d'être gentil, d'être ouvert d'esprit. C'est normal parce que eux, encore une fois, ils veulent coucher avec leurs élèves, donc ils sont obligés de légitimer. Mais nous, on sait que ça n'a rien à voir. C'est parce qu'en fait, encore une fois, le principal de la mitzvah, c'est le potentiel de rattachement à Dieu, d'accord? Et comme il y a plus grand potentiel de détachement de Dieu par l'homme, d'accord? C'est-à-dire quelqu'un qui t'a fait une crasse, le gars, il a perdu son père. Donc d'un seul coup, il dit où il était Dieu. Ouais. Mais en vérité, le père est mort le jour de sa mort, vous savez ça. Tout le monde meurt le jour de sa mort. C'est-à-dire que tout le monde chacun a sa date, même les présidents égyptiens. Anwar, il a sa date, d'accord? Mais l'idée, c'est quoi? C'est que moi, j'ai dit oui, mon père, j'en ai encore besoin de lui, et puis je ne l'ai pas assez vu, et puis je ne lui ai pas parlé, et puis j'étais un gamin, et j'étais un ado, je n'ai pas compris la valeur, je n'ai pas compris. Comme disait Confucius, couloir de Mazzalo. Bon, c'est du mandarin, vous ne pouvez pas comprendre. Mais l'idée, c'est ça. C'est que ton père, il devait partir à telle date. Ouais. Donc, il n'est pas mort jeune, il n'est pas mort vieux. Parce que tu es vieux par rapport à la date fixée. Donc, si quelqu'un, alors, allez-nous, il est fixé de mourir à 19 ans, donc à 17, il est vieux. Et celui qui est fixé de mourir à 99, ben à 60, il est jeune. Donc, ça ne veut rien dire jeune et vieux. Parce que nous, notre erreur, c'est qu'on a un chiffre dans la tête. On a 120, à 120 ans, 120 ans. Donc, le mec, il a 60 ans, qui, si Dieu veut, 120 ans. L'anniversaire de 90 ans, si Dieu veut, 120 ans. Et le gars qui a 120 ans, tu dis à ce soir. C'est bizarre. D'accord?
Non, l'idée, c'est qu'on ne doit pas avoir d'a priori. On dit un homme, il peut mourir tous les jours. Ah, tu dis, ouais, mais c'est angoissant. Mais non, parce que tu vas profiter de chaque jour. Alors que le mec qui se dit, je vais mourir à 120 ans, il peut être laxatif pendant 119 ans. Alors que quand tu sais que, je sais pas, il n'y a pas très longtemps, tout ça, il y a un gars, il est venu me voir, il m'a dit, ouais, ça, j'en ai marre. Même sa gueule, elle était déformée par le rictus. Je dis, excuse-moi, je dis, t'as perdu ta femme? Il m'a dit, non. Je dis, de quoi tu te plains? Il s'est calmé, le mec. C'est bien, il y a un pouvoir. C'est un levier positif, pas un deuil négatif, d'accord? Mais la vie, c'est ça. La vie, c'est que... C'est pour ça que la Gemara dit que quand Rabbi Yochanan, il allait pour rassurer les endeuillés, il leur montrait le dernier os qu'il avait conservé de son 10e enfant qu'il avait perdu. C'est-à-dire que Rabbi Yochanan, il a perdu 10 enfants. Il a gardé un petit os. Bon, il y a une grosse marloquette dans la Gemara. Pourquoi cet os-là, il n'est pas impur et tout? Il le gardait pour le montrer aux endeuillés. Genre, qu'est-ce que t'as? T'as perdu ta mère? Tiens, regarde. Ouais, t'as perdu 100 000 euros? Tiens, regarde, le 10e enfant. Alors, tu dis, oui, mais c'est complètement débile parce que, genre, tu veux m'enlever le monopole de la souffrance. Non, je veux juste que tu arrives à relativiser pour essayer de vivre ta souffrance à sa taille. Alors que là, elle est dans une logique de disproportion. Vous savez ou non? Comme les gens ils disent, ouais, il y a eu un cambriolage au Louvre, ça remet en cause la dignité de toute la France. Je me demande si les journalistes ne sont pas formés à atteindre un très haut niveau de bonnerie, mais avec un C. C'est rien que de le dire. C'est tellement débile quel rapport entre le cambriolage et la dignité de la France. C'est bizarre. Alors, soit tu n'as rien à dire, soit tu n'as pas utilisé le bon orifice pour faire le bruit que tu as fait. Ce qui est possible. Il y en a qui confondent parler et roter déjà. Donc, j'imagine qu'ils peuvent aussi confondre roter et péter. Mais, parce que c'est juste du gaz. Mais l'idée, c'est ça. C'est que la personne, elle doit agir, parler et penser avec raison. Ça s'appelle raisonnable. Et la raison, dans la Torah, ça s'appelle le da'at. Et le da'at, c'est l'adulte. Donc moi, j'ai en moi un adulte et un enfant, et j'ai une situation devant moi avec une tentation de faire l'enfant. Ou alors, une résolution et une détermination à faire l'adulte. C'est comme je veux. Alors vous allez me dire, oui, mais attendez, on n'a pas toute sa vie un enfant et un adulte. Un jour, ça y est, on est adulte. C'est impossible. Je vous dis pourquoi. Parce que l'adulte, il est dans la réalité. Donc il est figé, parce qu'il doit donner des réponses. Il doit être clair, il doit être efficace. L'enfant, lui, il est dans le potentiel. Donc il est en mouvement. Donc il est en création. Donc tu es obligé de garder toujours un enfant en toi, parce que un enfant, c'est un potentiel, et tu dois toujours avoir un adulte, parce que c'est le réel. Par exemple, les grands businessmen, les grands visionnaires, par exemple ce Steve-là qui a bien fait son job. Il a dit, mais comment vous avez imaginé un téléphone qui fait les glaçons? Ouais. Il a dit, parce que tous les jours, je regardais avec un regard nouveau. Donc, il avait des nouvelles idées. L'adulte, qu'est-ce qu'il va dire? Ben écoute, c'est un téléphone, c'est un téléphone. C'est un téléphone. Ok, l'enfant, il dit, pourquoi il ne donne pas la météo? Ah, t'as raison. Ouais. Maintenant, toi, c'est pareil. Ben, vous allez dire, bon, bah, alors quand on apprend des pathos, non. Parce que c'est marqué dans la Torah. Ve'ayu adevarim ele asharanochim etzavecha yom al levavecha. Ve'ayu, ouais, la Gemara dit, sheyu dvarim chadashim lefanecha. Il faut que les choses, la Torah, soient nouvelles à tes yeux tous les jours. Comme ta femme, tu dois la regarder tous les jours avec des nouveaux yeux. Si tu la regardes avec les yeux d'hier ou les yeux d'il y a 20 ans, tu dis, ah, elle a grossi, elle est un peu flétrie, un peu aigrie. C'est ça le problème. Parce que les goïms, ils disent que l'amour s'arrête là où la comparaison commence. Donc, c'est pas seulement que tu compares ta femme avec la femme du voisin, c'est que tu compares ta femme avec ce qu'elle était. C'est aussi une erreur. Ouais, tu dois l'aimer telle qu'elle est aujourd'hui. Elle est là, elle est entière, elle est sympathique, c'est une mère de famille, elle assume. Elle a des kilos en plus, toi aussi. Les pectoraux, ils sont devenus les abdominaux. Les cheveux, mshifralam. On t'a dit
Bah, on a le même problème, Baba. Moi aussi, je prépare une piste d'atterrissage, ouais. Mais l'idée, c'est ça. On t'avait dit, tu utilises pétrolane. Toi, tu t'es trompé au magasin, tu as pris Shifhalan. Shifhalan, les cheveux, ils sont partis. Ouais, non, parce que le mystère de l'intégration nous oblige à dire des mots en arabe pour préparer la France de demain. Mais l'idée, c'est ça. L'idée, c'est que toute ma vie, je vais rencontrer des gens qui vont m'aider à grandir ou m'obliger à grandir. Ça va? Maintenant, quand je suis capable de voir le potentiel de grandir chez une personne en face de moi, ça s'appelle les kav zechut. C'est ça, Vedan et Kol Adam, les kav zechut. Ouais. Ça veut dire que les kav zechut, on traduit en général du bon côté. Parce qu'il y a le kav, c'est le côté chova, bah, qui implique et qui punit et qui enfonce. Et zechut, bah, qui donne du mérite. Donc c'est le côté positif. Mais moi, je me permets une petite fantaisie intellectuelle, ouais, qui n'engage que moi. C'est que zechut, elle vient de sortir, à la seconde, c'est le mérite du cours. Zechut, ça vient de zoché, les akot, c'est donner du mérite. Mais zechut, ça vient aussi de zar. C'est quoi zar? Pur. D'accord? Pour la menorah, on va prendre shemen, zaït, zar. De l'huile d'olive pure. Rachid explique c'est quoi de l'huile d'olive pure? C'est que quand on écrase les olives, bah, l'huile elle coule, mais elle contient aussi de la chair, de la lie. Donc on va filtrer et on va retenir l'huile pure, première pression à froid, ouais, et la chair, on va la retenir. Donc la chair, c'est un peu le déchet, d'accord? Et l'huile, c'est le but, c'est le projet. Maintenant, de la même manière, donc zar, ça veut dire en vérité purifier, parce que ça vient de pur. Donc zechut, ça veut dire aussi purifier. Ça veut dire que quand j'ai retenu le mauvais en moi et que j'ai exprimé le bon, c'est ça qui fait que j'ai du zechut. Vous me suivez ou non? C'est pour ça que c'est marqué aussi que Ish ve'isha, un homme et la femme, zachu, s'ils ont du mérite, shechina benehem. La présence divine, elle est entre eux. D'accord? En première question, pourquoi on n'a pas dit alehem, sur eux? Pourquoi entre eux? D'accord? Et ça veut dire quoi la présence divine? Alors, il faut savoir une chose très importante, c'est que l'homme, il a une neshama. La femme aussi. C'est au courant. D'accord. Maintenant, c'est quoi la neshama? Bon, c'est 1 million d'explications, mais une des explications, c'est que la neshama, c'est un récepteur. Donc, comme il y a un récepteur, il y a un émetteur. Maintenant, l'émetteur, c'est Hachem. Ça va? Maintenant, pourquoi l'émetteur, c'est Hachem? Parce que l'émetteur émet, bon, bah, c'est lui, hein, d'accord. Donc, Hachem, comme un satellite, il envoie un signal, d'accord? Le signal, il est capté par la neshama, et ensuite, ce signal, il est renvoyé dans le nefesh, dans le psychique, dans le moi, et le moi, il va l'orienter vers les actes, et là, ça va devenir la détermination. Donc, l'énergie de l'acte, ça va aller vers la parole, donc ça va s'appeler la conviction. Il va l'envoyer vers la pensée, ça va s'appeler la concentration. Il va l'envoyer vers les niveaux élevés de la pensée, et là, ça va s'appeler la méditation, la transcendance. D'accord? Donc, en fait, il va l'envoyer vers le corps, et ça va s'appeler la motivation. C'est toujours la même énergie, mais qui est orientée. C'est bon? Maintenant, si je dis que cette volonté, en vérité, elle provient d'un signal qui est produit par la neshama, enfin qui est qui est réceptionné par la neshama et qui est produit par Dieu. Donc, en vérité, quand je dis « je veux », le « je » est humain, mais le « veux », il est divin. Ça va? Alors, il faut bien faire la nuance, parce que sinon, vous allez dire bah, « on est des robots, alors. Si c'est Dieu qui veut et nous, on est des exécutants. » Non, l'énergie elle-même de la vie, ce que les médecins appellent en éthique médicale la vie, mais qui n'arrivent pas à définir, ouais, c'est divin. Mais l'orientation de cette énergie, ce qu'on appelle le libre arbitre, la connotation de cette énergie, ce qu'on appelle la personnalité, ça c'est humain. Ça va? Donc c'est très très important qu'en fin de compte l'homme, c'est quoi l'homme? L'homme, c'est une connotation et une orientation personnelle qui est donnée à une énergie divine qui le traverse.
Là, vous avez toute la philosophie qui est résumée en une phrase. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, mais je vous laisse les 40 prochaines années pour essayer de contredire. Bon, je ne suis pas pressé, j'ai le temps, d'accord? Mais l'idée, c'est ça. Donc, quand vous comprenez ça, ça veut dire que l'énergie du devenir, l'énergie de l'existence, ouais, vous avez lu mon livre, La vie? Non? Oui? Un seul qui l'a lu? Oui, oui. Tu l'as lu, toi aussi? Vous aussi, vous l'avez lu? Bon, c'est bien, vous avez gagné au moins 10 ans d'exomile. Donc, exister, c'est être à l'extérieur. Maintenant, mon moi intérieur, mon jeu, il se réalise à l'extérieur par le jeu extérieur. Maintenant, à l'intérieur, il y a le jeu qui veut, et à l'extérieur, il y a le jeu qui fait. Maintenant, tout ça, c'est véhiculé par l'énergie qui vient de l'âme, pour arriver à ce qu'on appelle la linéarité existentielle, qui s'appelle « je fais ce que je veux ». Mais phrase qui est utilisée justement par les gens qui subissent leur Yetzirah, donc ils ne font pas ce qu'ils veulent. Le coléreux, il dit « je fais ce que je veux ». Mais Yabrel, si tu faisais ce que tu veux, tu ne te mettrais pas en colère. Bon, c'est pas grave. Donc maintenant, ce qui est intéressant, c'est que quand moi, je veux, par exemple, te faire plaisir, et toi, tu veux me faire plaisir, donc entre l'homme et la femme, donc cette volonté, elle est imprégnée de la personnalité. Mais dans la personnalité, etc., il y a le mauvais côté. Il y a l'orgueil, il y a la bêtise, il y a la lourdeur. Donc quand moi, je vais retenir le négatif avec le travail des midotes, et je vais donner à ma femme que le shemen, le meilleur, ouais, donc qui est dénué de toutes les impuretés, donc j'ai donné du zach, ouais, et ça s'appelle zerut, le mérite, et ça s'appelle zarou, sherina benehem. Ça veut dire que ils ont du mérite, zarou, ça veut dire ils ont fait le tri de leur négativité pour donner à l'autre le meilleur. Or, là, c'est quoi le meilleur? Eh bien, c'est le meilleur d'eux-mêmes, dans le don de soi, qui est véhiculé par la volonté. Or, la volonté, dans son origine, elle vient d'Hachem, c'est bon toujours. Et le Maharal, il dit que l'amour, c'est la communion des volontés. Et comme la volonté, en vérité, c'est de l'énergie de Dieu, ouais, et que Dieu et sa volonté, ils font un, donc la présence divine, c'est la projection de la volonté d'Hachem dans la réalité. Elle n'est pas belle, celle-là? Voilà, c'est QFD, ce que fait Dieu. Là, vous venez de faire à peu près 4 ans d'Yeshiva. Vous n'êtes pas rendu compte parce que ça va très vite. Mais le raisonnement, il est là. Il est enregistré. Je le mettrai sur YouTube. Ceux qui veulent, je leur envoie. Il faut réfléchir. Parce qu'on met des années à apprendre ce qu'on ne sait pas. On met des années à comprendre ce qu'on sait. On met des années à intégrer ce qu'on a compris. Et on met des années à devenir ce qu'on a intégré. Donc ne croyez pas qu'à la fin du cours, vous dites « Ah, j'ai compris, j'ai compris ». Non, dans compris, il y a pris. Sans vous prendre pour quoi que ce soit. D'accord? Donc ça prend du temps. Moi, pourquoi j'enseigne? Vous savez pourquoi j'enseigne? Parce que ça me permet de remettre sur la table. Donc je comprends de mieux en mieux. C'est vrai que ça me fait marrer quand les gens disent « C'est quoi le thème ?» Je sais pourquoi tu as peur de l'avoir déjà écouté. Genre tu vas t'ennuyer. Tu sais combien de fois j'assiste? Tu sais que j'assiste à tous mes cours, moi. Vous savez? Oui? J'ai jamais compris pourquoi les gens rigolent quand je dis ça. Juste un petit point quand même, c'est que moi j'ai beaucoup d'humour, mais je rigole jamais. Vous rigolez, moi je rigole pas. Je suis très très sérieux, d'accord? Donc quand je dis j'assiste au cours, c'est-à-dire je réfléchis le sujet en même temps que vous. Donc imagine 40 ans que je réfléchis le sujet. Si on se voit tous les 40 ans, ça va prendre du temps pour tout faire passer. Mais bon, ouais. Mais l'idée c'est ça, c'est de dire que comment ils appellent ça, remettre l'ouvrage. C'est quoi l'expression? Remettre à demain? Non, c'est comme... Métier sur l'ouvrage sur le métier. Ouais, sur le métier. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fin de compte... on est les deux vieux de... Voilà, c'est pas grave. Zaken, c'est Zeshekana Chorma. Donc, mais l'idée, c'est ça. C'est quoi? C'est que, en fin de compte, si on a le projet de s'améliorer, de grandir, de développer, de se rapprocher d'Hachem, donc Hachem, en fait, il nous envoie les exercices. Or, on a dit que le pouvoir de remise en cause de l'autre est beaucoup plus grand que le pouvoir de remise en cause de la situation. Donc, l'autre, il devient une opportunité, tremplin, de devenir meilleur. Si je l'utilise avec son potentiel positif.
Potentiel positif, encore une fois, c'est pas de voir le bien partout, parce qu'il y a aussi des gens toxiques, il y a des gens des escrocs, il y a des gens qu'il faut se préserver d'eux. Mais que même si je dis la personne est tordue, ouais, mais moi, j'en ai appris quelque chose de positif. J'ai grandi sur ça, j'ai travaillé sur ça. Par exemple, moi, mon Rav est un très très grand fumeur. Bon, il fumait 4 paquets de Marlboro rouge. Voilà, ça s'appelle Yachar Lakever, c'est marqué dessus, ouais. Mais moi, j'ai jamais fumé une cigarette entière. La tentation existait. D'abord, il y a le mimétisme, ouais. Mais j'ai appris. J'ai vu la nervosité du Shabbat, j'ai vu les problèmes de maladie et tout ça. J'ai dit non. T'as compris ou non? C'est-à-dire que quand tu apprends du bien, tu apprends du moins bien. Dans tout. Mon père, il mangeait très très vite, moi je mange doucement. J'ai appris. T'as compris ou non? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va passer notre vie, en fin de compte, à rencontrer des gens qui vont être des distributeurs d'informations, des distributeurs de situations, des distributeurs d'agression, de remise en cause, des fois de Torah, alors que le gars, il est ignorant, ouais, mais il a lu un Dvar Torah, il te le raconte, et toi, tu peux apprendre, ou tu peux dire non, c'est un ignorant, ou tu peux dire, ce qu'il me dit, c'est vrai, donc je peux le prendre. Ouais. Moi, j'ai vu des fois, je suis tombé sur une phrase dans un petit journal à 2 balles, et j'ai fait des conférences de 6 heures dessus. J'avais un cours sur la Ishtadlout, la part de l'homme, et dedans, il y avait, dans le cours, il y avait 30 ou 40 références, et il y avait une Gemara, donc Tuvot, un Midrash, que je n'avais pas vraiment... bon, je l'utilisais, il rentrait dans le cadre, mais en fait, il était noyé dans la masse. Et un jour, je devais faire une conférence, et j'avais rien, bon, comme ça arrive souvent, et j'ai ouvert, et je suis tombé dessus, et j'ai parlé 1h30, et c'est devenu la base d'un cours qui s'appelle l'instantanéité. Pourquoi Hachem, il est instantané, et pourquoi nous, on est lourd, ouais. Mais sur la base d'un Midrash que je connaissais déjà, mais que je n'avais pas lu. Bah, toute la vie, c'est pareil. Maintenant, ça, tu ne peux pas accéder à des pierres précieuses comme ça si tu n'as pas l'œil aguerri. Un jour, je raconte la même histoire. Bon, bah, tu vas pour prendre ta voiture, tu ne sais plus où tu l'as garée, et puis par terre, tu vois des éclats de pare-brise. Alors tu dis, il y a encore un mec qui s'est fait taper son autoradio. C'est de pire en pire dans ce quartier. Il tape dans le truc, il casse la vitre, ils prennent. Bon, et puis finalement, le mec s'est barré parce que la voiture qui était là, qui était garée, elle n'avait pas sa vitre cassée. Et tu te dis, mais c'est vraiment dommage. Et puis tu es là en train de délirer. Et puis il y a un petit vieux qui arrive. Un petit vieux comme ça, tout rabougri. Et il te dit, excusez-moi, monsieur, je peux vous poser une question? Il dit, oui, c'est à vous les éclats de pare-brise là? Je dis, ben non, c'est pas à moi. Et ça vous dérange si je les prends? Il est complètement fou, le mec. Bon, c'est pas grave, il se met à 4 pattes, le pauvre. Il a de l'arthrose de partout, t'as de la peine pour lui. Le mec, il est là avec son mouchoir, il les ramasse un par un. Puis toi, quand même, t'es interpellé, tu te dis, mais attends, au bout d'un moment, tu dis, monsieur, est-ce que je peux vous aider? Parce que j'ai de la peine pour vous. Mais après, quand il a tout ramassé, il dit, excusez-moi, monsieur, vous êtes un peu dérangé de ramasser des éclats de pare-brise. Vous voulez que la rue soit propre? Vous croyez que quoi? Alors l'autre, il a dit, écoutez, monsieur, moi, j'ai été diamantaire pendant 63 ans. Et là, en vérité, il y a 640 carats à peu près de diamants bruts. Et je les ai ramassés. Donc l'autre, il voit qu'il est sérieux. Il dit, excusez-moi, monsieur, mais je les avais vus le premier. Il dit, je vous ai demandé, c'est à vous. Après, il dit, mais je vous ai aidé à les ramasser, on peut partager. Il dit, non, monsieur, vous ne m'avez pas aidé, j'ai ramassé tout. Il va mourir. Voilà. La morale de cette histoire. Des fois, ta femme, c'est des diamants bruts. Et toi, tu vois des éclats de pare-brise. Tes enfants, c'est des diamants bruts. Ce magasin, voilà, c'est un diamant brut, mais il faut le tailler. Donc, tu dis, ouais, elle est mal placée, il faut refaire tout. C'est dommage. Toute la vie, on rencontre des diamants, mais ils sont bruts. Il y a des gens, ils relèvent les manches et disent, on va tailler le diamant. Moi, j'ai vu des gens. On me dit, oui, le gosse, il a mal respiré à la naissance. Les médecins, ils ont dit qu'il va être un peu retardé. À l'école, ils me disent qu'il faudrait le mettre dans une institution spécialisée. Avec ma femme, on s'est battu, les cours d'éveil, l'orthophoniste, le baba, les trucs, le cours de théâtre, le baba. 15 ans, et il est maître assistant en mathématiques à Jussieu. Alors, c'est qui le Brel? Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui y ont cru. Donc lui, il lui manque
au niveau de la confiance. Mais toi, tu y crois. Donc, tu vas faire ce qu'on appelle en français un don de soi. Et le don de soi, il va compléter ses manques à lui. Mais alors, le bon Dieu vous a mis ensemble. Ça veut dire que toi, tu as quelque chose à apporter et elle, elle a quelque chose à t'apporter. Si tu es malin, tu regardes ce que tu peux apporter et tu regardes ce que tu peux recevoir. Si tu n'es pas malin, tu regardes ce que tu peux reprocher et tu vas conforter le fait que tu es parfait. Moi, j'ai donné souvent cet exemple parce que je sais qu'il est vrai, parce que je l'ai vécu. Moi, j'ai été marié 40 ans avec une femme extraordinaire. La vérité, les gens ont un peu douté au début du mariage, même au niveau des fiançailles. Parce que moi, j'étais malade. J'étais très cartésien. Un malade mental. Je faisais 9 heures de philo par jour. Je dictais des dissertes de philo au téléphone à des élèves d'Hippocane. Donc, j'étais pas spécialement nul. Et ma femme était très intuitive. Donc, c'est comme si tu veux, genre, marier un papillon avec un épagnol breton. Tu n'oses même pas imaginer la gueule des gosses. Et quand Ravi m'a dit ça, il m'a dit, vous savez, elle est un petit peu superficielle. Je lui ai dit, mais j'en veux pas une essentielle, moi. Qui va lire Sartre en fumant une clope, pendant que son gosse, il a la hnouna qui coule. Il avait celle qui se cumule. Moi, je veux une khifa, qui est simple, qui est entière, qui aime la Torah, qui aime son mari. C'est ça que je veux, moi. Et c'est ce que j'ai eu, moi, Hachem. Parce qu'une femme qui peut accepter 13 gosses avec un mari qui n'est jamais là, je peux te dire que tu peux les compter de l'âge sur les doigts d'un manchot. Il n'en reste plus. Peut-être juste un doigt pour l'honneur, comme ça. Ouais. Mais l'idée, c'est ça. Ouais. C'est que la logique, c'est qu'on était très différents. Maintenant, qu'est-ce qui nous a liés? Eh bien, le fait qu'on s'est adapté à l'autre. Moi, par exemple, qui suis un spécialiste mondial de la communication, j'ai mis 2 ans pour trouver la longueur d'onde. C'est énorme. Je prépare une conférence en 17 secondes, tu vas avoir mal à la tête pendant une semaine. Ouais. 2 ans. Un quart d'heure à un curé, je le rends rabbin. Ouais. C'est énorme, 2 ans. C'est très long, 2 ans. Mais ça m'a pris 2 ans pour trouver la longueur d'onde. C'est-à-dire le dosage, les mots à employer, la manière, le bon moment. Le dosage est très important. C'est comme des médicaments, la communication. Il faut 98% d'excipients et 2% d'agents actifs. C'est-à-dire qu'il faut 98% de compliments et 2% de remise en cause. Mais quand tu mets 98% de remise en cause, tu crois que les 2% de compliments, ils vont aider? Je sais. Ça vous rappelle quelqu'un, d'accord? Mais l'idée, c'est ça. L'idée, c'est ça. Ouais. Non, c'est très important. C'est un principe en PNL, s'appelle, je crois que ça s'appelle FSG. C'est fermer sa gueule. Tu réfléchis avant de parler. Tu dis, attends, qu'est-ce que je vais gagner? Qu'est-ce que je vais perdre? Je vais gagner que j'ai passé une information. J'ai gagné que j'ai créé une frustration. J'ai gagné qu'elle va faire la gueule une semaine. J'ai gagné que j'ai réglé mes comptes. J'ai gagné que je l'ai punie parce qu'elle a dépensé 400 € de plus. Qu'est-ce que j'ai fait avec cette parole? Qu'est-ce que j'ai fait avec cet acte? Qu'est-ce que j'ai fait avec cette pensée? Parce que les gens, ils ne comprennent pas le pouvoir de la pensée. Quand tu penses vraiment qu'elle est khmara, ça ne sert à rien de lui dire « je t'adore, mais quelle intelligence, je suis fier de toi », ça ne sert à rien. Puisque la personne ne ressent pas ce que tu dis, elle ressent ce que tu penses. C'est pour ça que c'est très important de dire ce qu'on pense et c'est très important de penser ce qu'on pense. Mais quand tu ne dis pas ce que tu penses, bizarrement, la personne n'est pas rassurée. J'ai eu un gars comme ça, il me dit « ma femme, elle est partie de la maison, qu'est-ce que je dois faire ?» Je dis « tu l'appelles, tu lui dis que tu l'aimes. » Je dis « mais j'arrête pas de le dire. » « Oui, mais est-ce que tu l'aimes ?» Il dit « non, je l'aime pas. » Non, je sais, ça vous semble débile, mais moi j'ai ça toute la journée au téléphone. Alors je vais vous dire une vérité qui est choquante. Hein. Vous êtes bien là où vous êtes fragile psychologiquement. Vous savez, quand vous allez dans un magasin et que vous achetez de la mayonnaise et qu'il y a marqué mayonnaise, vous savez ce qu'il y a dedans? La mayonnaise. Tu dis, ah, je croyais que c'était de la confiture de fraises. Non, c'est de la mayonnaise. Donc ce que tu dis, c'est ce qu'il y a sur l'étiquette. Ce qu'il y a dans le pot, c'est ce que tu es vraiment. Il faudrait que ça corresponde.
Après, tu dis non, mais petit à petit. Alors pourquoi pour toi, ça va être petit à petit, mais pour l'autre, ça doit être immédiat? La preuve, c'est que tu es déçu. Vous comprenez ça? Bon, vous vous dites, ouais, 40 ans, j'aurais pu profiter. Non, c'est pas ça le problème. Le problème, encore une fois, c'est le présent. Donc, tu es là, maintenant, ouais. Tu as entendu une conférence et tu dis, qu'est-ce que je vais faire avec? Est-ce que je vais faire des complexes en disant, ah, c'est dommage, si je l'avais su avant, j'ai gaspillé ma vie, j'aurais construit mon couple, sauvé mes enfants? Ou tu dis, non, le bon Dieu, il a pensé que c'est aujourd'hui que je dois l'entendre, alors est-ce que je vais faire du positif avec ou non? Ça veut dire, est-ce que je vais être l'Echatrila ou je vais être Bedieved? Est-ce que vous allez être a priori ou est-ce que vous allez être a posteriori? Maintenant, le Yetzer Hara, il fabrique de la posteriori. Je l'ai fait, mais je le regrette. Un pas en avant, deux pas en arrière. Oui, c'est vrai, mais c'est pas évident. Alors, il faut apprendre qu'il faut être a priori. Donc là, on a parlé, ça a duré 1 heure. 1 heure plus 4 minutes. Bon, après la vidéo, c'est 1 heure et 0 et 1 minute 42. Mais vous avez 2 solutions. Soit vous tombez dans la logique des lamentations. Donc, vous faites un mur qui va s'appeler le mur des lamentations. Ouais. Et vous verrez qu'il y a un effet bizarre avec les gens qui se prennent pour le mur des lamentations. C'est que quand on est proche, on a envie de leur mettre un papier dans le nez. C'est un phénomène. C'est inexplicable. Ça porte bonheur. C'est pas grave. Donc, soit vous rentrez dans la logique des lamentations, j'aurais dû, j'aurais pu, j'aurais su, j'aurais cru. Soit, c'est que, a posteriori, puisqu'on est après, vous vous remettez a priori. D'accord? Vous dites, écoute, le Rav, il a dit un langage dur, un langage vrai. Ouais. Et dans Emet, il y a Met. Met, c'est la mort. D'un autre côté, il est positif, il aime la vie. D'accord? Puisqu'il a survécu à des événements très graves. Donc, ça veut dire que sûrement que tu choisiras la vie. Donc, le cours, vous l'avez entendu, Mazal Tov. En moyenne, vous avez retenu 1,8%, ce qu'on appelle REH en langage de conférence. Donc, si vous êtes des gens intelligents, vous laissez passer 1 ou 2 jours. Après, vous prenez l'enregistrement et vous prenez un bloc-notes et vous le remettez entièrement par écrit, phrase par phrase, parce qu'il n'y a rien qui est inutile. Comme des fois, les gens me disent, bon, mais Rav, si on voulait résumer en une phrase, j'ai dit, mais JG, ça veut dire jeune jbeb. Si je pouvais le dire en une phrase, j'aurais pas parlé 1h30. Vous me suivez ou non? Chaque mot compte. Chaque parole est pesée. Et chaque parole, elle est imprégnée de bonne volonté et d'expérience. Après, c'est à vous. Moi, j'ai des goïms des psychologues, ils me disent, mais avec une phrase, je peux écrire un bouquin. Je dis, vas-y, écris le bouquin, ça ne me dérange pas. Ouais, ben vous, c'est pareil. Vous pouvez, dans 2 ou 3 jours, reprendre le cours avec un bloc-notes dans une pièce où il n'y a aucun bruit, mettre tout par écrit, ensuite séparer en 12 séquences le cours, et après prendre sur vous de travailler une séquence pendant 1 mois. D'accord? Et dans 1 an, vous allez m'appeler, vous allez me dire, j'ai compris. Pourquoi, encore une fois? Parce que apprendre, c'est facile. Vous avez un cerveau, vous avez fait des études, vous avez fait Sciences Po. Apprendre, c'est facile. Devenir, c'est dur. Comme si tu as compris la technique de la musculation. Mais il faut les faire, les 14 ans de muscule pour avoir le... Si tu veux devenir un élève du Rav Schwarzenegger. Il faut les faire. Ouais. Bon, tu as compris, en gros, l'esprit des mathématiques. Mais maths sup, maths appliquées, il faut les faire. Toute la vie, c'est pareil. Ouais. Tu vends l'immobilier, tu achètes, tu vends. Ah bon, un mec, 30 ans d'expérience. C'est pas la même chose. Mais le principe, tu as compris. Le problème, c'est que tu n'es pas un principe. Parce qu'un principe, c'est un concept. Et dans le concept, il y a sept. C'est pour ça que je vous conseille, vraiment, gentiment, de faire le travail. Parce que ça s'appelle apprentissage. Alors, si vous parlez français, sage, c'est le sage. Ça s'appelle chacham en hébreu. Et apprenti, c'est l'élève. Et l'élève en hébreu, c'est talmid. Donc, en fait, apprentissage, c'est talmid chacham. C'est que le talmid chacham, comment tu sais qu'il est talmid chacham? Parce qu'il est chacham, parce qu'il a des réponses. Mais il est talmid, parce qu'il a des questions.
Non, pas des questions à la Horviller, genre j'ai encore des questions. Toi, t'es Horviller, ça sert à rien. Moi, je parle des gens qui sont dans le Villers, ouais. Mais c'est que tu as des questions pour mieux comprendre, pas des questions pour remettre en cause. Pas des prétextes pour légitimer que tu es Mihal el Shabbat. Non, tu as des questions pour approfondir encore le sujet, pour développer encore, pour améliorer la relation que tu as avec le problème. Ça s'appelle des bonnes questions. Donc, tu restes toute ta vie un élève. Mais d'un autre côté, tu as aussi des réponses. D'accord? Parce que c'est comme un escalier. Il y a un côté raide dans la marche et il y a un côté plat. Le côté raide, c'est l'effort que tu fournis pour devenir. Le côté plat, c'est la satisfaction d'être devenu. Donc, dans tous les phénomènes de la vie, il y a toujours un effort et un résultat. Un effort, un résultat. Un effort, un résultat. Ouais, tu fais l'effort avec l'enfant, grâce à Dieu, tu vois, il a grandi. Ouais, tu vois, il est autonome. Tu vois, il est... Alors, tu oublies tous les devoirs, les redoublements, les nerfs, les prises de tête, les 2 ans avec Christine, que tu es devenue une veilleuse, Birlal. Ouais, tu as oublié tout ça, parce qu'il y a le résultat. Maintenant, quand il n'y a pas le résultat, parce qu'il n'y a pas eu l'effort, on peut te faire tous les cadeaux du monde. Ouais, le pire, il n'y a pas le résultat. C'est pareil avec ta femme. C'est sûr que c'est des années de travail. Mais quand tu as le résultat, qu'est-ce que tu t'en fous du travail? Ouais, tu as gagné de l'argent, eh bien, bracha pour toi. C'est de l'argent cachère. Mais si tous les jours, tu as peur de la brigade financière, parce que tu as voulu que toute la France tombe dans le panneau, tu as raison d'avoir peur. Déjà que tu as des problèmes de santé, sûrement que tu finiras à la santé, d'accord? Mais l'idée, c'est ça. C'est que chacun, il a le choix devant chaque situation et qu'il faut le faire dans une logique d'apprentissage. Maintenant, toute la vie, on est en apprentissage. Toute la vie, on évolue, on grandit. Les gens voudraient de dire, ça y est, c'est bon. Une fois, quelqu'un m'a dit ça, il m'a dit, mais Rav, on écoute vos cours, mais c'est frustrant, c'est anxiogène, ça ne s'arrête jamais, toujours la conscience, toujours la maturité. Toujours... On ne peut pas à un moment, c'est... D'abord, il y a des moments de décompression, c'est évident. Mais à part ça, le vrai repos, il va arriver un jour. Ça s'appelle le repos éternel. C'est des endroits comme ça où c'est marqué partout. Ici repose, ici repose, ici repose. Ouais. Mais c'est pas ce monde-ci. Je vous donne une anecdote, après je vous laisse tranquille, parce que là, vous priez pour que je m'étouffe. C'est que un jour, le Rav David Yosef, ou le Rav Yitzhak Yosef, je ne sais pas, un enfant de Rav Obadia, il a appelé. Bon, il avait toute une série de questions. Rav Obadia, c'était un ordinateur, il répondait tac, 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 tac. Donc il avait toutes ces questions, et il a posé, voilà, tac. Et le Rav, il a répondu. Puis à la fin des 42 questions, le fils du Rav, il lui a dit, à part ça, papa, ça va? Genre, c'est ton père, ouais. Rav Obadia, il a dit, excuse-moi, mon fils, on n'est pas en vacances, il a raccroché. On est un peu loin. Nous, on est toute la journée en vacances, et de temps en temps, tu sais, je voulais te parler de un truc important. Là, c'est l'inverse. Ils sont tout le temps dans l'important, avec de temps en temps une petite phase de décompression. Voilà. Maintenant, je vous dis le secret. L'effort rend fort. L'effort rend fort. Donc, ce positionnement d'être toujours en situation d'effort, en fait, ça rend fort. Et quand quelqu'un est fort, c'est plus un effort d'être fort, puisqu'il est fort. Par contre, celui qui est faible, ou celui qui rêve de la béatitude de la personne faible, la vie est un effort. Et l'effort, quand tu le vis mal, il devient frustration. Donc en fait, c'est pas l'effort qui est fatigant, c'est le mal vécu d'avoir à faire des efforts. Mais quand tu acceptes l'effort, c'est pour ça que moi, mes parents, ils m'ont pas appris la Torah, ils m'ont pas appris les études, je savais à peine lire, mais ils m'ont appris les efforts. Quand tu as appris l'effort, tout est facile. Par contre, tu lui as appris toute la Torah, ou tu lui as appris toute la culture, mais tu lui as pas appris l'effort. Donc l'enfant, il sera jamais fort, parce qu'il ne veut pas faire d'efforts. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a ce félin là qui a des problèmes de digestion là. Comment il s'appelle? ChatGPT, qui est très dangereux, parce qu'il apprend aux gens à ne pas faire d'efforts. Donc si Dieu veut, les gens vont être de plus en plus nuls, et le logiciel, il va être de plus en plus intelligent. Voilà, c'est ça qu'on prépare pour l'avenir. Voilà. Hazak ou Baruch.